abordons maintenant des récepteurs métabotropes spécifiques. Et on va s'intéresser à un récepteur métabotrope qui est le récepteur muscarinique, un récepteur métabotrope à l'acétylcholine. Nous allons au moins en voir un type. Alors, souvenons-nous que l'acétylcholine est un neurotransmetteur. C'est un neurotransmetteur endogène, c'est-à-dire que nous le fabriquons, c'est celui que nous utilisons vraiment. C'est celui que des neurones présynaptiques, cholinergiques, libèrent dans la fente synaptique. Et au niveau postsynaptique, l'acétylcholine peut se lier à différents récepteurs cholinergiques. Nous avons déjà vu le récepteur nicotinique, qui est un récepteur ionotrope. L'agoniste endogène du récepteur nicotinique, c'est l'acétylcholine, mais nous avons vu aussi qu'il existe des agonistes exogènes, comme la nicotine, qui donne son nom d'ailleurs, et aussi des antagonistes forcément exogènes, puisque nous ne synthétisons pas d'antagonistes, et dans le cas du récepteur nicotinique, il s'agit du curare. L'acétylcholine peut par ailleurs se lier au récepteur muscarinique. Le récepteur muscarinique, ce n'est pas un récepteur ionotrope, c'est un métabotrope, et ces agonistes exogènes, ces antagonistes ne sont pas les mêmes que pour le récepteur nicotinique. Vous voyez ici, la nicotine n'agit pas sur le récepteur muscarinique. Par contre, la muscarine peut très bien activer le récepteur muscarinique. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui donne son nom. L'atropine ou la belladone sont des antagonistes du récepteur muscarinique et l'atropine n'agit pas sur les récepteurs nicotiniques et inversement, le curare n'agit pas sur les récepteurs muscariniques. Vous voyez, donc c'est bien important de réaliser qu'un même neurotransmetteur se lie à des récepteurs différents et a donc des effets différents, puisque ces récepteurs fonctionnent différemment et ont chacun des effets différents. On n'est pas du tout étonné, on l'a déjà vu dans le passé, certainement avec même plusieurs récepteurs ionotropes, comme le glutamate, qui est un neurotransmetteur, pouvait activer au niveau postsynaptique ici, un récepteur AMPA, ou un récepteur kainate, ou un récepteur NMDA. Mais revenons donc à ce récepteur muscarinique et intéressons-nous à la manière dont un récepteur métabotrope fonctionne. Alors, on le représente ici, vous voyez, comme une protéine transmembranaire et sans canal, puisque ce n'est pas un récepteur ionotrope. Alors, cette protéine transmembranaire, qui est le récepteur muscarinique, a un site de liaison pour le neurotransmetteur, dans ce cas-ci l'acétylcholine. Cette protéine transmembranaire, ce récepteur, est couplé à une protéine G. Quand le neurotransmetteur se lie au récepteur, la protéine G est activée et synthétise un second messager, ici le GTP. Le neurotransmetteur se lie, activation de la protéine G, synthèse d'un second messager, le GTP. Le GTP, à son tour, va activer une autre enzyme que la protéine G. Ici, la phospholipase C ou PLC. Donc nous avons l'acétylcholine, c'est lié au récepteur muscarinique. Cette liaison a activé la protéine G qui a fait un second messager, ici le GTP, et ce second messager a été activé une autre enzyme qui est la phospholipase C. La phospholipase C, vous reconnaissez que c'est une enzyme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe des phospholipides. Alors des phospholipides, où est-ce qu'il y en a? Il y en a au niveau de la membrane et vous voyez qu'elle est d'ailleurs située contre la membrane. C'est une protéine qui reste là, elle est en partie liposoluble. Elle reste tout contre la membrane et son substrat, c'est du PIP2. Alors, elle prend ce phospholipide là, ce PIP2,
Et elle le scinde, c'est ça qu'elle fait, en 2 seconds messagers. Donc, PLC synthétise 2 seconds messagers, l'IP3 et le DAG. l'IP3, c'est l'inositol triphosphate. Le DAG, c'est le diacylglycérol. Et ces seconds messagers ont chacun une action. Le DAG, le diacylglycérol, va activer encore une autre enzyme, la PKC, la phosphokinase, la protéine kinase C. Et vous savez ce que fait une protéine kinase. Une protéine kinase ajoute un groupement phosphate à des protéines. Donc on a ici ce petit schéma qui nous montre qu'une protéine kinase ajoute un groupement phosphate, PO4, à une protéine pour obtenir une protéine phosphorylée. Cette protéine phosphorylée, elle peut être déphosphorylée par l'action d'une autre enzyme qui est une phosphatase. On l'a vu notamment dans la LTP hippocampique, où on avait une protéine kinase, qui était la calcium calmoduline protéine kinase 2, qui allait dans ce sens-là, avec par exemple les récepteurs AMPA. Elle phosphorylait une sous-unité de récepteurs AMPA. Et puis dans l'autre sens, on avait une phosphatase qui permettait la LTD, la dépression à long terme, en déphosphorylant, en enlevant ce groupement phosphate à la protéine du récepteur AMPA, le récepteur qu'on appelle donc AMPA-R. Ici, donc, cette protéine kinase va avoir une série d'actions. Je ne vais pas entrer dans ces détails, je veux juste vous montrer ce niveau de complexité et cette cascade biochimique. L'IP3, par contre, lui ne va pas rester au niveau de la membrane. L'IP3 va aller dans le cytoplasme et il va se lier à un canal calcique ligand-dépendant, donc il est le ligand, et ce canal calcique ligand-dépendant se trouve dans le réticulum endoplasmique. Vous voyez que le réticulum endoplasmique a lui aussi une membrane composée d'une double couche de phospholipides, et ce canal calcique, vous le reconnaissez bien comme une protéine transmembranaire, tubulaire, qui est normalement fermé, qui ne laisse normalement pas passer le calcium, mais une fois que l'IP3 lui est lié, le calcium quitte le réticulum. Alors pourquoi est-ce que le calcium quitte le réticulum? En suivant son gradient de concentration, parce que le calcium, nous le savons, est très peu concentré dans le cytosol, et il est donc soit pompé vers l'extérieur de la cellule, soit pompé vers des stocks intracellulaires qui sont dans le réticulum endoplasmique. Ce réticulum endoplasmique, vous le connaissez par d'autres cours, le réticulum endoplasmique, vous le connaissez avec des fonctions particulières, mais la fonction qui est importante dans ce cours-ci, c'est ce stockage du calcium. Par l'effet de pompe calcique qui consomme de l'ATP, et puis parfois, le calcium peut être libéré, et on voit ici, par des canaux calciques, notamment des canaux ligand-dépendants. Donc nous avons vu que cette IP3 se lie à des canaux calciques ligand-dépendants au niveau du réticulum endoplasmique, et on peut avoir une libération de calcium. Alors que fait ce calcium? Ce calcium peut participer à la dépolarisation de la membrane. Vous pourriez dire, qu'est-ce que ça change? Le calcium, il était à l'intérieur de la cellule, il reste à l'intérieur de la cellule. Il se fait que le calcium pourrait se retrouver alors juste à ce niveau-là. Je vous rappelle qu'on mesure toujours ici de part et d'autre, et on est donc tout près là de la membrane. Mais surtout, le calcium qui est libéré ainsi par l'action
du récepteur muscarinique, ce calcium va activer une série d'enzymes et il va avoir tout un rôle comme ça. Alors, ce qu'on voit, c'est donc un schéma qui est beaucoup plus complexe que celui qu'on avait avec le récepteur nicotinique. On a bien le même début, mais on a toute une cascade. Ça, c'est un exemple de récepteur muscarinique. Il est possible que je ne vous parle que de ce récepteur muscarinique-là, mais il existe d'autres récepteurs muscariniques, il existe plusieurs types de récepteurs muscariniques, mais mon idée, c'est surtout d'illustrer la complexité, d'illustrer les étapes, et vous voyez que le GTP ici, ça a été un second messager, c'est comme ça que je l'ai appelé, et puis l'IP3, on ne va pas l'appeler un troisième messager, ou le DAG, on ne va pas dire, ben voilà, ça c'est un troisième ex aequo, non, non. Le premier messager, c'est l'acétylcholine, et tout ce qui est produit ensuite, et qui a un rôle de signal, ce sont des seconds messagers. Et vous voyez que chacun des seconds messagers a des actions particulières et que la plupart de ces actions s'effectuent par l'activation d'enzymes.